Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7e illusion. Aujourd'hui, il s'agit de moi, de l'illustre connu. Je fais mon retour sur la 7e illusion, mais je ne suis point tout seul. Je suis également accompagné de notre cher Nightmare. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien et toi, comment ça va? Bah, écoute, j'aimerais te dire que ça va super bien, mais on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de The Crow, version 2024. Donc je vais un peu moins bien. Voilà. Et donc je vais vous présenter un petit peu, le film de 2024 et pourquoi je dis le film de 2024? Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu déjà, une première version de The Crow qui est sortie en 1994, donc il y a, 30 ans. J'ai failli dire une grosse bêtise en termes de calcul. J'ai failli me ridiculiser devant tout le monde, mais non, le film est sorti il y a 30 ans. Presque 30 ans tout pile, hein, parce que The Crow 1994 en France, il est sorti le 3 août, et The Crow en 2024, il est sorti le 21 août. Donc presque il y a 30 ans Mmh. tout pile, quoi. Et donc, The Crow de 1994. C'est un film qui a gagné quand même un statut assez culte. C'était un film réalisé par Alex Proyas. Alex Proyas, qui a notamment réalisé Dark City. Je ne sais pas si vous connaissez Dark City. Est-ce que tu connais Dark City, notre cher Alors Nightmare? Je j'avoue vais que ça fait t'appeler tout le partie de temps ces notre cher films Nightmare. j'avoue que ça fait partie de ces films que j'ai pas trop eu l'occasion de découvrir encore, mais j'entends beaucoup de bien. Je compte le voir un jour. Après, j'ai pas vu énormément de choses de sa part. J'ai vu, je crois que j'ai vu iRobot et c'est tout. Bah justement, il a réalisé donc Dark City. Il faut savoir qu'il y a une director's cut de Dark City qui existe également. Mais il a aussi réalisé, alors ça je connaissais pas du tout, il a réalisé Garage Days. Je ne connaissais pas l'existence de ce long métrage. Connaissais-tu l'existence de ce long métrage? Non, moi je sais que attends, j'ai peur de dire une bêtise. C'est lui qui a fait aussi Gods of Egypt? Oui, il a fait Gods of Egypt. Il a réalisé iRobot, Oui, c'est ça. Prédiction et Gods of Egypt, un film Le gros absolument nanar là. extraordinaire. Oui! Le mec qui Mais s'est dit: ouais, on va faire la mythologie, mais la mythologie égyptienne, mais on va faire un truc trop badass, genre Chevalier du Zodiaque». j'ai pas vu le long Mais version métrage, mais hollywoodienne. de ce que j'ai vu, c'est apparemment c'est un gros nanar, mais c'est ultra généreux. Donc j'ai quand même un jour envie de me le faire, tu sais, peut-être à la fin de l'été, tiens, je me ferai Gods of Egypt. Mais du coup, moi j'ai vu The Crow, j'ai vu Dark City, j'ai vu iRobot, et ensuite j'ai pas vu Prédiction et Gods of Egypt de Alex Proyas, mais donc The Crow. Dans mon souvenir, c'était un plutôt bon film. Alors c'est un film qui a une histoire absolument tragique. Je pense que vous connaissez toutes et tous l'histoire de ce film, où le personnage principal était campé par Brandon Lee. Brandon Lee, qui, si je ne dis pas de bêtises, est décédé lors du tournage à cause d'un accident avec des balles. Voilà, voilà, si je dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises, notre cher Nightmare? Ouais, c'est ça. En gros, l'histoire, c'est qu'il s'est dit: «Tiens, on va faire la roulette russe avec, un pistolet qui a des balles à blanc», sauf que les balles, elles étaient pas si blanches que ça. Ouais, Et du voilà, coup, et du ben, coup, Brandon Lee, a vraiment fini sur, son sur le lit. Mais je pense qu'il s'attendait pas à celui-là. C'est horrible, mais vraiment, voilà, j'essaie de détendre l'atmosphère parce que c'est vraiment morbide comme histoire et tout, ouais, c'est absolument, absolument affreux. Mais donc c'est un film qui a gagné un statut culte déjà pour cette histoire absolument tragique, mais également parce que le film est plutôt chouette. Voilà, dans mon souvenir, j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment. Après, c'était pas un film qui m'avait passionné. En fait, je dirais que l'histoire derrière le film est beaucoup plus tragiquement passionnante. Le film est bien, mais le film n'est pas extraordinaire non plus. J'avais beaucoup plus aimé Dark City, tu vois, du même réalisateur. Mais The ouais. Crow, c'était un film avec un style, que ce soit dans son fond ou dans sa forme, extrêmement marqué, extrêmement particulier. Donc c'est pour ça aussi que le film a de nombreux et de nombreuses fans. Et donc, est-ce que toi, tu avais vu The Crow de 1994 avant de voir The Crow de 2024, que je vais présenter également un petit peu après? Je prends mon temps, hein, je prends mon temps dans les présentations, mais écoute, ça fait longtemps que j'ai pas été sur la 7e illusion, je kiffe.
Non, du tout. Moi, The Crow, vraiment, je connaissais, de par le statut culte, par l'aura et tout, mais ça fait partie de ces œuvres que j'ai pas encore eu, l'occasion de sur lesquelles j'ai pas eu l'occasion de me pencher. Peut-être que ce sera l'occasion justement, le fait d'en parler un petit peu, ce sera l'occasion de me pencher un peu sur le travail de Alex Proyas de manière générale, mais voilà. The Crow, pour moi, je savais que c'était, une adaptation alors je crois que c'est un roman, je sais plus si c'est un comics ou c'est un C'est roman un roman graphique. graphique. Voilà, et donc je savais que c'était une adap j'arrive plus à parler. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Heu, donc je savais que c'était une adaptation, je savais que le film était culte pour, surtout cette anecdote un peu morbide et du coup, ça donnait, une sorte d'aura un peu mystique autour, du film puisqu'en plus, ben, le personnage principal est censé être, un personnage damné, donc en plus, ça rajoute un côté, ça rajoute au mystique vraiment du film, le fait que vraiment le personnage est l'acteur ait passé l'arme à gauche, en jouant un personnage damné, tu vois? Mais en dehors de ça, je j'avais pas de rapport particulier à The Crow et du coup, quand je suis allé voir, The Crow réalisé par, C'est par Rupert. Rupert Sanders. Bah, si tu veux, je fais la petite présentation et après on passe directement à nos avis. Mmh. Ok. C'était pas un oui très déterminé. Non, parce que tu m'as coupé dans mon élan, Oh alors forcément non! c'est frustrant. Ah, je suis désolé, mais c'est pour les auditrices et les auditeurs qui y voient tous, qu'ils y voient toutes et tous clair. Ma phrase n'était pas du tout claire. Mais du coup, The Crow 2024, c'est réalisé par Rupert Sanders, qui a également réalisé Blanche-Neige et le Chasseur, qui a réalisé l'adaptation live action de Ghost in the Shell. Et au casting, on retrouve Bill Skarsgård, qui a notamment joué Pennywise, et nous retrouvons également Talia Debret Barnett, que je ne connaissais pas. Voilà, c'est une actrice que je ne connaissais pas. Et nous retrouvons également Danny Huston dans le rôle du grand méchant, Danny Huston qui avait notamment joué dans X-Men Origins Wolverine, l'ennemi de Wolverine, tout simplement. Et donc, pour ce qui est de l'histoire, Eric Draven et sa fiancée se font agresser et tuer par un gang après que la voiture du couple soit tombée en panne. Eric est ressuscité par un corbeau et se venge de ceux qui ont pris sa vie et celle de sa dulcinée. Voilà, voilà. C'est un film thriller, fantastique, action, policier. Ça dure 1h51 et c'est sorti le 21 août 2024. Et maintenant, voilà, je ne te coupe plus, promis. Tu peux dire tout ce que tu souhaites sur The Crow 2024. C'est à toi. Bah, alors, du coup, je suis allé le voir, principalement parce que, c'est un film de Rupert Sanders. Je l'aime bien Rupert Sanders, en vrai. Il a pas une très grosse filmographie, hein, c'est que son troisième film depuis, qu'il a commencé avec Blanche-Neige et le Chasseur qui était en 2012-2015? Il me Je sais plus, semble que un doute. c'était 2012. Voilà, donc ça fait que 3 films en plus de 10 ans de carrière, donc c'est assez peu et ben, Blanche-Neige et le Chasseur, je trouve que c'est un très bon film d'heroic fantasy, voilà, avec une esthétique absolument magnifique. J'aime beaucoup le remake live de Ghost in the Shell qui a pris un parti très intéressant qui est d'accepter son statut de remake live avec une, tête d'affiche qui ne collait pas du tout à l'ethnie du personnage d'origine pour créer un propos différent par rapport à l'œuvre d'origine, un propos sur le whitewashing. Personnellement, c'est une interprétation que j'aime beaucoup et en plus de ça, je trouve que le film a des visuels vraiment très jolis et du coup, ben, pour moi, Rupert Sanders, c'est vraiment un gars qui avait, beaucoup de potentiel et forcément, du coup, The Crow, je l'attendais un petit peu comme, ouais, l'outsider des adaptations de comic book, un peu, celui qui allait sortir du lot cette année, surtout qu'en plus, Marvel allait pas être énormément là. Pareil pour DC, tu vois, il allait y avoir quelques films qui allaient popper, mais cette année, c'est surtout l'année de Sony en termes de films, de super-héros. On a eu Madame Web, on va avoir Kraven et on va avoir Venom 3. Trop Ça bien. va être merveilleux. Ça va être merveilleux et du coup, voilà, je me suis dit: «The Crow», ça va vraiment être l'outsider, celui que personne n'a vu venir et que tout le monde va trouver génial et au final, c'est, sympa. En soi, c'est sympa. Je pense que c'est le moins bon de la filmographie de Rupert Sanders et toute personne qui, comme moi, a une phase emo dans sa vie, va forcément kiffer un peu plus le film. Donc pour moi, c'est genre, c'est sympa comme ça, mais je le mets un peu plus dans mon cœur parce que voilà.
OK. Du coup, j'ai pas envie de te couper, du coup, est-ce que je peux dire, un peu Vas-y mon maintenant. Toi, du coup, qu'est-ce que donc tu en as pensé? bah, moi The Crow, j'allais le voir, avec intérêt, en même temps sans intérêt. Avec intérêt parce que j'ai bien aimé, la première adaptation, sans intérêt parce que la première adaptation me passionnait pas et donc bah, là, encore une fois, j'étais pas en mode, «Waouh, vraiment The Crow, j'attends trop ce film, c'est mon histoire, préférée, elle nécessite vraiment une nouvelle adaptation». Non, j'étais pas comme ça. Après, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait Bill Skarsgård, qui est un plutôt bon acteur, je pense qu'il nous a, tous et toutes marqués dans son interprétation de Pennywise, dans le diptyque, Ça, heu, qui était sorti en 2017 et 2019, je crois, C'est ça. un truc comme ça. Après Rupert Sanders, bah, c'est pas franchement, il est assez mal aimé, comme réalisateur. Moi, je suis un peu de ton avis. Je trouve que Blanche-Neige et le chasseur, dans mon vague souvenir, c'est plutôt sympathique. Ghost in the Shell, c'est plutôt sympathique également et il y a un propos, il est vrai, qui est plutôt, fort, qui est plutôt intéressant. Après voilà, Blanche-Neige et le chasseur et Ghost in the Shell, pour moi, c'est des 6 sur 10. Voilà, c'est sympathique, mais sans plus. Heu, mais donc je me disais: «Tiens, The Crow», sachant que Rupert Sanders, on l'a vu avec, bah, Blanche-Neige et le chasseur et avec, Ghost in the Shell. Il sait quand même créer, une esthétique, assez long métrage, une esthétique, qui n'est pas vraiment dégueulasse, qui est pas vraiment magnifique non plus, mais qui est plutôt, passable quoi. Il y a des intentions qui sont intéressantes. Donc sachant que The Crow, c'est quand même un univers avec un esthétisme, très, frappé, très, particulier, je me disais: «Tiens, Rupert Sanders, ça peut le faire» et donc j'avais vu la bande annonce et je m'étais dit: «Waouh, ça a l'air, déjà, ultra, violent», même, peut-être plus violent, que, l'original, donc ça allait proposer des choses nouvelles et donc je vais voir le long métrage et bah, j'ai pas vraiment beaucoup aimé, hein. Je pense que c'est le moins bon film, de Rupert Sanders et puis surtout c'est un film, finalement, que je trouve pas si utile que ça, pas si intéressant que ça, je pense vraiment qu'il va très vite, tomber, dans, l'oubli pour moi ce long métrage, ce qui est, quand même, un petit peu, dommage mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu et alors attends, moi je voulais dire que quand je suis sorti du long métrage, voici la réflexion, que je me suis faite. Ah ouais, t'es dark. Oh, le mec, il est dark. Voilà, voilà, tout simplement. Je me devais de mettre ce mème parce que sachez que Nightmare et moi, il nous fait beaucoup rire ce mème et je me suis dit: «C'était vraiment le moment pour l'utiliser», tu vois? Le pire, c'est que c'est vrai, c'est genre vraiment tu le sens que c'est un film complètement émo, tu vois? Genre un film qui est dark, qui est sombre, un peu tes personnages, ils sont un peu dépressifs, et genre ils trouvent autant, beau l'amour que la mort, tu vois? Des trucs un peu sympas, non, c'est pas sympa, c'est Ouais, ouais. je sais même pas ce que je dis. Là, je suis fatigué. Alors Ah, pour la petite mais anecdote, pour excuser Nightmare, elle a fait une sieste, juste avant cet enregistrement, donc le temps que tout se remette en marche, dans son cerveau, voilà. cette intro est catastrophique. Ah oui, mais écoute, elle est plutôt rigolote. Mais donc voilà, je vais te laisser développer, plus sur le long métrage, ensuite je développerai, également et ensuite on fera, un mash-up. Mais donc toi, qui as quand même plus aimé que moi, qui va être là pour défendre le long métrage, qu'est-ce que tu en as pensé en détail? Qu'est-ce qui t'a, véritablement plu, véritablement saisi dans ce The Crow de 2024? Bah, en fait, tu sens que pour ce film-là, ils ont décidé de vraiment prendre le temps de raconter une histoire d'amour, vraiment émo pour le coup et en soi, je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa de prendre le temps de prendre les 45 premières minutes vraiment pour, instaurer vraiment une histoire, un peu une histoire vraiment,
prenante entre deux jeunes un peu paumés qui essayent tant bien que mal de s'en sortir et qui réussissent à se démerder du mieux qu'ils peuvent et tu le sens vraiment qu'il y a une bonne alchimie entre ces deux personnages-là. Mais tu sens aussi que d'un autre côté, ça prend mais genre là du temps contre quand te dis que tu vas voir un film The Crow en fait. Quand tu te dis ok, tout le délire c'est que The Crow c'est un gars qui va revenir de la mort pour se venger et tout. En fait, du coup, tu te dis c'est sympa d'avoir instauré ça pendant 45 minutes parce que du coup, tu y crois vraiment à tout ça, mais voilà, ça te bouffe, mais tellement de temps, alors que du coup, tu as moins de temps pour apprécier véritablement l'aspect super-héroïque, pour dire vulgairement, tu vois. Et C'est plus un anti-héros quand même. oui, mais quand je dis super-héroïque, voilà, je le dis non, mais je vois. grossièrement pour Ouais. justement, genre le personnage qui a des pouvoirs et qui va s'en servir pour affronter le mal, tu vois. C'est ça que j'entends par super-héroïque de manière grossière, tu vois. Je n'utilise pas forcément les termes spécifiques pour le coup. Oui, bien sûr, Mais t'inquiète pas. voilà, je trouve que le film c'est un pari un peu audacieux qui colle du coup à un peu l'esthétique qu'il essaie de se produire, tu vois. Et en même temps, ça te bouffe, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu genre prendre un peu de temps pour instaurer les personnages et ensuite il aurait pu vraiment passer un peu plus rapidement le temps, genre avec une séquence à la Married Life par exemple, comme dans La Hope, tu vois, une séquence vraiment où tu aurais pu ressentir de manière synthétique toute cette alchimie qu'il y a entre ces deux personnages pour vraiment ensuite passer vraiment à ce que le film aurait dû être de base. Ouais, je vois. Mais en même temps, tu vois, c'est un truc, ça m'a je sais pas, moi, j'y ai cru, tu vois? J'y ai cru à cette romance, j'y ai cru à ces personnages et ça m'a pas tant gêné que ça, tu vois? Moi, Je vois le gros défaut du fait que ça bouffe autant et en même temps, ça m'a pas tant gêné et pour le reste du film, là où vraiment il commence à développer, son esprit de vengeance avec ses pouvoirs. Je trouve la partie un peu sympa. Pareil, il y a de l'idée, il y a une bonne esthétique, un peu sombre justement. J'aime bien je trouve les visuels assez propres, les effets spéciaux de guérison, parce que tout le truc de The Crow, c'est que justement, c'est un personnage qui ne peut pas mourir parce que justement, c'est un petit gars peu qui Wolverine revient en des fait. morts. Genre, dès qu'il se prend des balles, des couteaux, c'est un peu Wolverine en termes de visuel, tu vois, il se Voilà. régénère. Et puis il De est ce côté-là, autant énervé on peut lui que accorder Wolverine. ça. Le film a des visuels un peu. C'est des visuels qui sont propres. Justement, moi, c'est mon gros problème, enfin l'un de mes gros problèmes avec le film. Mais vas-y, je te laisse Ah ouais? finir et après sauf si t'as fini. Non, il me reste un dernier truc. Vas-y, dis-nous tout. Et du coup, le dernier truc aussi, c'est qu'il y a il y a du combat et je trouve les chorégraphies suffisamment genre travaillées pour que ça paraisse un minimum impactant, un minimum chorégraphié et en même temps suffisamment brouillon pour que ça paraisse crédible venant d'un gars qui de base est complètement chétif, qui a jamais véritablement appris à se battre. Ça me paraît assez crédible au niveau du côté brouillon justement des chorégraphies. C'est pas tant gênant que ça. Donc voilà. OK. Écoute, moi, Allez, à toi de défoncer. moi, j'ai pas du tout cru à cette histoire d'amour parce que, il y avait pas Doug, le chien de là-haut dedans. Je voulais qu'il y soit et là, j'aurais cru à tu vois? Là, j'aurais cru à l'histoire d'amour. Non, en vrai, si je dois sauver quelque chose dans le long métrage, c'est que, bon, elle est pas forcément très bien posée, elle est pas forcément très bien développée, mais en soi, je ne m'explique pas pourquoi. Je crois quand même en cette histoire d'amour. Je crois en l'alchimie, de l'acteur et de l'actrice, mais en soi, ça prend pas 45 minutes, ça prend 1 heure, voire plus d'1 heure, tout ce qui tourne autour de cette histoire d'amour et j'ai vraiment eu l'impression que le film commençait à la scène de l'opéra. Soit
15 minutes, 20 minutes avant la fin du long métrage. Et ça, c'est un véritable problème. Il y a un gros problème de construction. Il y a une partie qui prend beaucoup trop de place à côté de l'autre, ce qui occasionne également des grosses chutes de rythme, quoi. Le film dure 1h50, ressenti 2h15 à peu près. Bon, ça va, c'est pas ressenti 3 heures, mais voilà. Aussi, je dois dire que tout à l'heure, tu disais visuellement, c'est propre. Alors, je pense que ce que tu sous-entendais par là, c'est que le film était beau, était abouti. Mais moi, je vais réutiliser ce terme propre pour raconter autre chose. Justement, je trouve le film trop propre. En fait, je le trouve trop lisse, je le trouve trop sans relief, que ça soit au niveau des décors où il n'y a pas de texture, tout est très souvent dans le flou, que ça soit au niveau de la photographie qui est très brumeuse, mais très lisse, alors que The Crow ou l'esthétique de The Crow, c'est quand même une esthétique qui est vraiment pleine de détails, pleine de contrastes, pleine de jeux de lumière qui sont ultra intéressants. Là, c'est toujours éclairé de la même manière, c'est toujours trop éclairé. Il n'y a jamais de zone où les noirs sont vraiment marqués dans l'image. C'est beaucoup trop lisse. Et donc, moi, j'assiste finalement à un long métrage où, effectivement, visuellement, en termes d'effets spéciaux, il y a des effets gore qui sont plutôt bien faits et plutôt sympas en termes d'imagination. Je pense notamment à un moment où quelqu'un va se retrouver avec un sabre au milieu de la bouche et c'est pas joli joli, mais au moins, tu vois, je me suis dit, ah, il y a de l'imagination, mais en même temps, voilà, à part cette scène de l'opéra, le film est pas si gore que ça, alors qu'on nous avait vendu un film vraiment gore, et la plupart du temps, c'est quand même vraiment caché. Le gore, t'as vraiment cette scène de 10 minutes à l'opéra où il y a du gore plutôt imaginatif, mais directement après, bah, tu vois plus rien. Le méchant aussi, faut dire que de base, je suis pas très fan de cet acteur. C'est pas qu'il joue mal, mais il m'a jamais passionné dans ses rôles. Mais le méchant qui, en termes d'écriture, ça ne va pas du tout. Je veux dire, à chaque fois qu'on le revoit, il est assis et il dit oui, il faut faire ça. Et puis il raccroche au téléphone, tu vois. Et puis t'as la fin du long métrage où toute l'intrigue, qui est donc déjà très mal posée, très répétitive en termes de construction, toute l'intrigue avec le méchant qui n'a pratiquement aucun lien pendant tout le film avec le personnage de The Crow, bah, l'intrigue avec ce méchant est finie en 5 minutes à la fin du long métrage. Ce qui fait que, en fait, voilà, j'ai l'impression que ce long métrage, soit ils ont voulu bien faire, mais ils se sont complètement foirés parce que, résultat, en termes de scénario, la construction est mauvaise et le rythme en pâtit. En termes de visuel, certes, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de proposition, il y a quand même une proposition par rapport à d'autres films entre guillemets super-héroïques qu'on a vu cette année ou qu'on pourra voir dans le futur de l'année. Oui, il y a une proposition, mais c'est une proposition qui n'est pas censée, qui n'est pas cohérente, qui n'est pas à propos. Et puis, toute l'intrigue avec le méchant ne fonctionne pas. On a l'impression qu'ils s'en sont complètement foutus du méchant. Donc voilà, résultat, moi, c'est un film que je trouve extrêmement osef. C'est pas un film que je déteste. C'est un film juste, il passe devant mes yeux et je suis en mode, bon, bah ok, j'ai vu The Crow 2024, mais déjà que je retenais pas non plus énormément de choses de 1994, de ce 1994, bah alors celui-là, je peux te dire que je vais complètement l'oublier. Et c'est un petit peu dommage parce que l'équipe derrière n'est pas non plus, c'est pas que des tâcherons derrière, tu vois. Donc c'est un petit peu dommage. Non, mais je suis d'accord sur le fait que au niveau de l'antagoniste du film, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on te pose un personnage qui a des enjeux, une certaine prestance en termes de background, j'entends vraiment en termes de menaces, on te propose vraiment quelque chose où tu te dis ok, voilà, ça va pas être n'importe qui, c'est pas genre on va se frotter à plusieurs gangs ou juste un gang Osef, tu vois, avec un leader un peu charismatique. Non, là, on a un gars vraiment au sommet d'un empire qui a fait un pacte avec le diable et tout. Tu dis, ok, là, ok, on voit le délire et grosso Mais il modo, on fallait le va voir monter tout les ça. échelles. Grosso modo, on va monter les échelons petit à petit dans la violence et à la fin, ça va être combat de anti-héros à damner à antagoniste damné. Et du coup, ça va donner un truc vraiment sympa. Et c'est vrai que du coup, tu dis, la fin est expédiée. Sans rentrer dans les détails, la fin est expédiée. Tu t'attendais à plus, quoi. Tu t'attendais à au moins un vrai combat qui rendrait bien. Mais non, t'as pas
pas trop ça en vrai. Bah, c'est ça Plus le une sorte véritable. de Il y a tu pas de plus une sorte climax. de duel mental, très vite expédié et très frustrant du coup. Bah, en fait, il y a pas de climax. Et il y a des films, tu sais, parfois qui ont un côté anti-climax, mais ça raconte des choses intéressantes. Je pense par exemple à Furiosa de George Miller, tu vois, il y a un côté anti-climax. Genre, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'esprit de tout le monde, climax, c'est le moment du film où tout va péter, ça va être un moment très, très waouh, voilà, dans les gros films, on va dire. Mais il y a des films qui contournent ça, mais pour raconter des choses intéressantes sur eux-mêmes, comme par exemple Furiosa de George Miller. Et là, il n'y a pas de climax, mais tu sens que c'est pas du tout une volonté. Genre, le climax, il arrive, je sais pas moi, 15 minutes avant, 20 minutes avant, avec la scène de l'opéra, et puis après, tu as un temps calme, et ensuite, tu as un temps un peu plus énervé où tu as vraiment 3 idées visuelles qui se battent en duel et bim, fin du film, quoi. Et tu sens que c'est pas voulu. Tu sens que c'est un souci de construction, c'est un souci d'écriture scénaristique. L'écriture n'est pas bonne. Et moi, tout ce côté vraiment damné, tout ce côté pacte avec le diable, à la tête d'un empire, etc., bah, j'aurais bien aimé vraiment le voir concrètement. Parce que là aussi, un autre souci d'écriture, c'est qu'on n'arrête pas de nous le répéter, mais on le voit jamais. Et le cinéma, c'est le show don't tell. C'est pas le tell don't show. Mmh. Donc ça, c'est un problème. Je sais pas s'il y a eu des limites de budget ou quoi, mais non, j'ai vraiment l'impression que c'est un remake qui a été fait. Je disais pas ça pour rien hein, au début de notre chronique, que ça faisait 30 ans que le premier film était sorti. J'ai l'impression que c'est un remake qui a été fait dans la vitesse parce que ça faisait 30 ans que le premier était sorti, donc vas-y, voilà qu'on te fait un remake, mais on n'en a pas grand-chose à foutre non plus. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Puis même la musique, alors par moment, je me suis. Alors, qui est-ce qui a enregistré la musique? Ça ne veut rien dire. Bon, écoutez, moi aussi, j'ai fait une sieste avant. Euh, Non, mais ça ressemblait beaucoup à du Hildur Guðnadóttir. Tu sais, celle qui avait fait la musique de Joker. Et j'espère que c'est pas elle parce que sinon, c'est une musique qui est extrêmement oubliable. Non, c'est pas elle. Non, non. Mais donc la musique également est extrêmement oubliable, extrêmement répétitive, alors qu'on pouvait tenter des choses très particulières. En fait, le seul moment, moi, du film qui m'a vraiment marqué, c'est le moment sous fond de Bois des... Comment elle s'appelle cette chanson de Enya? Boadika? Boadedica? Mmh. Bon, un truc qui finit Peut-être. en A, voilà. J'aime bien cette musique et je trouve le moment en termes de visuel, en termes de montage, pour le coup assez intéressant. Mais sinon, je retiens pas grand-chose, quoi. Et c'est dommage. Personnellement, je vous inviterais plus à revoir, ou si vous n'avez pas vu, quand même, le film de 1994, qui est bien plus intéressant, sans être non plus fascinant. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une perte de temps d'aller voir The Crow. Toi, tu souhaitais vraiment le voir, vraiment, vraiment, Nightmare. Moi, je me suis Bah, plus en vrai, je sacrifié. l'attendais pas mal ce film. En vrai, je l'attendais pas mal ce film. Et au final, je suis autant satisfaite que frustrée parce que j'ai pas eu assez de The Crow pour dire que le film était génial de ce côté-là. Mais en même temps, j'ai eu une romance et une ambiance bien émo à laquelle j'ai totalement adhéré. Et en vrai, du coup, je suis ressorti du film avec la satisfaction d'avoir vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et honnêtement, personnellement, c'est ça qui m'a fait apprécier le film. C'est vraiment le fait que tout le film se base sur une romance sur laquelle j'ai totalement adhéré et une histoire de vengeance qui vient se calquer dessus. Mais je m'attendais pas à ça, tu vois. Du coup, je suis un peu déçu et en même temps, j'ai trouvé suffisamment de choses qui me plaisaient pour réussir à apprécier le film. Ça en fait pas un chef-d'œuvre, ça en fait pas un des films de l'année, mais franchement, je l'apprécie et je prendrai peut-être le temps de le revoir. Probablement que je l'achèterai personnellement, parce que je l'ai plutôt bien apprécié. Mais ouais, je peux comprendre que les gens n'aiment pas, je peux comprendre que les gens n'adhèrent pas, je peux comprendre que les gens
pour le coup, vraiment, soit Passe à en côté. mode, «Non, non, c'est pas bien». Moi, personnellement, j'irai pas forcément contre vos arguments pour le coup, mais voilà, j'ai quand même trouvé des choses qui me plaisaient dedans et au final, n'est-ce pas la plus belle chose du cinéma? Réussir à quand même trouver, des choses bien, même dans les films qui ne sont pas parfaits. C'est vrai, c'est bien dit. Mais Voilà. je ne suis pas de cet avis concernant The Crow. Non, non, mais oui, tu as raison. Mais moi, j'arrive malheureusement pas à trouver beaucoup de belles choses. Mais donc voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, sur, ce fameux The Crow. J'espère, enfin, on espère que, cet épisode de La Septième Illusion vous aura, plu, intéressé et diverti. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Nous lisons tous les commentaires. Nous ne pouvons pas lire les likes parce que les likes sont des chiffres. Je me devais de faire un bid, au moins. Genre, juste un. Oui, Et tu me laisses c'est même dans le bider dans mon bingo. explication du bid? C'est dans le bingo de Sawyer. Ah là là, et bah, il sera content, j'ai fait mon bid, voilà et n'oubliez pas de vous abonner également. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Septième Illusion. Il y en a plein d'autres de disponibles et puis on se dit salut, voilà et pour ma part, je vous retrouve très vite, pour, Beetlejuice, voilà. Là aussi, je pense que ça sera un débat, assez foisonnant, assez intéressant. Sur ce, écoutez, à la revoyure et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bah, tu dis pas au revoir? Non.